13 septembre 1944, vallée de Dompaire, Vosges. L'aube n'est pas encore levée. Dans les vergers de pommiers qui couronnent les collines autour du village, 40 chars Sherman français attendent en silence, leurs moteurs éteints, leurs équipages immobiles dans l'obscurité froide. Le colonel Paul de Langlade, 42 ans, observe à travers ses jumelles les silhouettes sombres en contrebas. 90 chars allemands, des Panthers principalement, les meilleurs blindés du Reich, et ils sont garés dans les rues du village comme des touristes venus admirer la campagne vosgienne. Langlade abaisse ses jumelles. Ses mains ne tremblent pas. Il a passé les 6 dernières heures à positionner ses Sherman dans les vergers, un par un, en silence complet, moteur coupé pour les derniers 100 mètres, poussé à la main par les équipages. Une manœuvre insensée. Si les Allemands avaient posté ne serait-ce qu'une seule sentinelle sur les hauteurs, toute sa force aurait été anéantie avant l'aube. Mais les commandants allemands n'ont pas posté de sentinelles. Ils ont garé leurs chars dans le village, ouvert des bouteilles de vin français trouvées dans les caves et dorment maintenant dans les maisons, convaincus que 40 Sherman ne peuvent rien contre 90 Panthers. Ils ont raison, en un sens. Dans un combat frontal, les Sherman n'ont aucune chance. Le blindage frontal d'un Panther fait 80 mm d'épaisseur, incliné à 55 degrés. Les obus de 75 mm des Sherman rebondissent dessus comme des cailloux sur du béton. Le canon de 75 mm du Panther, lui, peut percer un Sherman à 2000 mètres. Les équipages américains et français ont un surnom pour leur Sherman, Ronson, comme les briquets américains, parce qu'ils s'allument du premier coup. 40 Sherman contre 90 Panthers, c'est un massacre annoncé. Mais Langlade n'a pas l'intention de combattre frontalement. 3 jours plus tôt, le 10 septembre, la 2e division blindée française du général Leclerc avançait vers l'est à travers la Lorraine. La libération de Paris était derrière eux. Maintenant, il fallait repousser les Allemands jusqu'au Rhin. Le groupement Langlade, le fer de lance de la division, roulait sur les routes de campagne traversant des villages qui accueillaient les tricolores avec du pain et du vin. La guerre semblait presque finie. Puis les rapports sont arrivés. Une nouvelle unité allemande venait d'arriver dans le secteur, la 112e brigade Panzer. 90 chars, principalement des Panthers. La brigade avançait vers le sud depuis la région de Nancy, cherchant à couper les lignes de ravitaillement alliées. Les services de renseignement estimaient qu'elle atteindrait Dompaire dans les 48 heures. Langlade a étudié les cartes. Dompaire était un village de 800 habitants niché dans une vallée. Des collines boisées l'entouraient de 3 côtés. Des vergers de pommiers couvraient les pentes. Si les Allemands entrèrent dans la vallée sans reconnaissance appropriée, ils seraient pris au piège comme des rats dans une cuvette. Mais c'était un grand si. Les commandants de Panzer n'étaient pas idiots. Ils ne gareraient jamais une brigade entière dans une vallée sans sécuriser les hauteurs d'abord. Ce serait du suicide tactique, à moins qu'ils ne soient convaincus que l'opposition était négligeable. Langlade a convoqué ses officiers. Le capitaine Branett, commandant de la 3e compagnie, a regardé le plan et a secoué la tête. « Mon colonel, vous proposez que nous attendions cachés pendant que 90 Panthers entrent dans la vallée? S'ils nous repèrent avant l'aube, nous sommes morts. S'ils postent des gardes sur les collines, nous sommes morts. Si un seul Panther monte la pente et nous prend de flanc, toute la compagnie brûle en 10 minutes. »« C'est exact, » a répondu Langlade. « C'est pourquoi nous devons nous assurer qu'ils ne nous repèrent pas. Pas de feu, pas de fumée, pas de mouvement après la tombée de la nuit, et nous devons prier qu'ils soient assez arrogants pour ne pas poster de garde. » Le lieutenant Massu, 36 ans, vétéran de la campagne d'Afrique du Nord, a demandé « Et si ça marche, mon colonel? Si nous les surprenons à l'aube, nous tirons sur quoi exactement? Le blindage frontal des Panthers est impénétrable pour nos 75. » Langlade a souri pour la première fois. « Nous ne tirons pas sur le blindage frontal, nous tirons sur leur flanc. Le blindage latéral d'un Panther fait 40 mm. À 500 mètres, nos 75 peuvent le percer comme du papier. Et depuis les hauteurs, nous aurons un angle de tir parfait sur leur flanc et leur dessus de tourelle. » Un silence. Puis Branett a dit lentement « Vous voulez transformer nos Sherman en artillerie fixe. Nous sacrifions notre mobilité, notre capacité à manœuvrer, pour un seul tir parfait. » Exactement. Un seul tir parfait qui détruira 90 Panthers avant qu'ils ne comprennent ce qui leur arrive. Et s'ils comprennent plus vite que prévu? Langlade n'a pas répondu. La réponse était évidente. S'ils comprenaient trop vite, 40 Sherman immobilisés dans des vergers seraient des cibles parfaites pour 90 Panthers en mouvement.
Le 12 septembre au soir, les rapports de reconnaissance ont confirmé que la 112e brigade Panzer approchait de Dompierre. Les Allemands avançaient en colonne, confiants, sans éclaireur en avant. Leur commandant, le colonel Franz Beck, était un vétéran du front de l'Est, décoré de la croix de chevalier. Il avait détruit des centaines de chars soviétiques. 40 Sherman français ne l'inquiétaient pas. Cette nuit-là, Langlade a donné l'ordre. Les Sherman se sont mis en mouvement, un par un, grimpant les chemins forestiers vers les vergers qui dominaient Dompierre. Pas de phare, pas de radio. Navigation à la carte et à la boussole. Les conducteurs avançaient au pas, évitant chaque branche qui pouvait craquer, chaque pierre qui pouvait rouler. À 500 mètres des positions finales, les moteurs ont été coupés. Les équipages sont descendus et ont poussé leurs 30 tonnes de métal à la force des bras, centimètre par centimètre, jusqu'aux positions préparées entre les pommiers. Le sergent Dupont, conducteur d'un Sherman de la 2e compagnie, se souviendrait plus tard. Nous avons poussé notre char pendant 1 heure. 12 hommes, certains empruntés aux autres équipages. 30 tonnes. Mes bras tremblaient. Mon dos hurlait. Mais nous ne pouvions pas faire de bruit. Les Allemands étaient à 2 kilomètres en bas. Si un seul moteur démarrait, ils sauraient que quelque chose se préparait. Alors nous avons poussé. Et quand nous avons finalement mis le Sherman en position entre 2 pommiers, face à la vallée, j'ai regardé en bas et j'ai vu les feux de camp allemands. Ils cuisinaient, ils riaient. Ils ne savaient pas que 40 canons de 75 mm les visaient déjà. À minuit, tous les Sherman étaient en position. Les équipages ont mangé des rations froides. Pas de feu, pas de cigarettes. Langlade a fait le tour des positions, vérifiant chaque char, chaque angle de tir, chaque équipage. Il a rappelé les ordres. Premier tir au signal, une fusée éclairante rouge. Viser les flancs, pas les fronts. Tirer jusqu'à ce que chaque obus soit épuisé. Et si les Panthers commencent à grimper les collines, abandonner les chars et fuir dans les bois. Parce que s'ils grimpent, a dit Langlade calmement, nous ne pouvons pas gagner. Notre seule chance est qu'ils restent en bas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. À 3 heures du matin, les premiers Panthers allemands sont entrés dans Dompierre. Leurs moteurs rugissaient dans la nuit silencieuse. Les chenilles claquaient sur les pavés. Les habitants se cachèrent dans leurs caves, terrifiés. Les Panthers ont roulé dans les rues étroites, se garant devant les maisons, dans la place du village, le long de l'église. 42 Panthers dans le village même, 20 autres dans les champs juste au sud, 28 Panzer IV dans un verger à l'est, 90 chars au total, concentrés dans 1 kilomètre carré, et pas une seule sentinelle postée sur les collines. Le colonel Becquet a établi son poste de commandement dans la mairie. Il a étudié ses cartes, satisfait. Demain, sa brigade continuerait vers le sud, coupant la route de ravitaillement de la 2e DB française. Les rapports indiquaient là que le groupement Langlade était quelque part dans le secteur, mais avec seulement 40 Sherman, il ne poserait pas de problème. Becquet avait détruit des brigades blindées entières sur le front de l'Est. 40 Sherman, c'était une escarmouche, pas une bataille. Il s'est couché à 4 heures du matin, confiant dans une victoire facile. Dans les vergers au-dessus du village, les équipages français attendaient. Certains priaient silencieusement, d'autres fixaient pour les silhouettes sombres des Panthers en contrebas, contents et recontents. Le caporal Moreau, chargeur dans un Sherman de la 1re compagnie, a murmuré à son chef de char « On en compte 87. Le renseignement disait 90. Où sont les 3 autres ?»« Peu importe, » a répondu le chef de char. 87 ou 90, c'est 2 fois plus que nous. Si ça marche, nous entrons dans l'histoire. Si ça échoue, nous sommes morts avant le petit déjeuner. À 5h47, le ciel à l'est a commencé à pâlir. L'aube approchait. Langley, posté avec son Sherman de commandement sur la colline nord, a levé son pistolet lance-fusée. Il a regardé une dernière fois les Panthers en contrebas. Ils étaient garés en rang serré, tourelles orientées vers le sud, vers la direction de leur avance prévue. Leurs flancs étaient exposés aux collines. Leurs équipages dormaient encore dans les maisons. C'était maintenant ou jamais. Langlade a tiré. La fusée éclairante rouge a monté dans le ciel gris de l'aube, traçant un arc brillant au-dessus de la vallée. 40 canons de 75 mm ont ouvert le feu simultanément. Le bruit était apocalyptique. 40 coups de canon en une seule seconde, l'écho rebondissant entre les collines, un roulement de tonnerre qui a réveillé tout le village. Les obus ont traversé la vallée en ligne droite de feu, frappant les flancs des Panthers garés avec une précision chirurgicale. Le premier Panther touché a explosé instantanément. L'obus français a percé son blindage latéral de 40 mm, pénétrant dans le compartiment moteur, déclenchant les réservoirs de carburant.
Une boule de feu orange a englouti le char. 2 secondes plus tard, 3 autres Panthers brûlaient, puis 7, puis 15. Les équipages allemands se sont précipités hors des maisons, encore en sous-vêtements, cherchant leur char dans la confusion. Mais les Sherman tiraient toutes les 8 secondes maintenant, un rythme méthodique, chaque équipage rechargeant, visant, tirant, rechargeant. Les obus pleuvaient sur les panthères garés, frappant les flancs, les arrières, les dessus de tourelles. Le blindage latéral cédait encore et encore. Le sergent Dupont se souviendrait. Nous tirions comme à l'exercice. Mon chargeur, Leblanc, travaillait comme une machine. Obus dans la culasse, fermeture, tir, éjection, nouvel obus. 8 secondes par coup. Je voyais chaque impact à travers mon périscope. Le 3e panthère que nous avons touché, l'obus est entré juste sous la tourelle. La tourelle entière s'est soulevée dans les airs, retombant à 3 mètres du châssis. Les flammes sortirent de l'intérieur comme un chalumeau. J'ai vu un homme essayer de sortir par l'écoutille du conducteur. Il était en feu. Il est tombé et n'a plus bougé. En 10 minutes, 23 Panthers brûlaient dans le village. La fumée noire montait en colonnes épaisses, obscurcissant la vallée. Les Allemands essayaient désespérément d'organiser une défense. Quelques Panthers ont réussi à démarrer leurs moteurs, leurs équipages grimpant à bord sous le feu. Mais démarrer un Panther prenait du temps. Tourner la tourelle pour riposter prenait du temps. Et chaque seconde, les Sherman français tiraient. Le colonel Beck a émergé de la mairie, son uniforme à moitié boutonné, et a compris immédiatement ce qui se passait. Les collines. Les Français étaient sur les collines. Il a hurlé des ordres. Sortez des chars du village. Dispersez-vous. Contre-attaquez vers les hauteurs. Mais bouger des Panthers dans les rues étroites d'un village sous un feu intense était presque impossible. Un Panther a essayé de faire demi-tour dans la rue principale et s'est coincé entre 2 maisons. Un obus français l'a frappé 3 secondes plus tard, le transformant en torche. Un autre a réussi à sortir du village, roulant vers les champs au sud, cherchant de l'espace pour manœuvrer. Un Sherman l'a suivi avec son canon, attendant l'angle parfait, puis a tiré. L'obus a frappé le flanc arrière, pénétrant dans le compartiment moteur. Le Panther s'est arrêté net, fumant, son équipage évacuant par les écoutilles. À 6h15, 38 Panthers étaient détruits ou en flammes. Les survivants essayaient de se disperser, sortant du village dans toutes les directions, cherchant à échapper aux feux meurtriers venant des collines. Quelques-uns ont riposté, leurs canons de 75 mm tirant vers les vergers. Un obus allemand a frappé un pommier à côté du Sherman du sergent Dupont, le coupant en 2 dans une explosion de bois et de feuilles. Un autre a touché un Sherman de la 3e compagnie, perçant le blindage frontal, tuant le conducteur instantanément. Mais pour chaque Sherman touché, 5 Panthers brûlaient. À 6h30, Langlade a entendu le son qui l'attendait, un rugissement grave venant du nord. Il a levé les yeux et a souri. 12 P-47, Thunderbolt du 19e commandement. Aériens, tactiques américains arrivaient, volant bas, leur moteur Pratt & Whitney de 2000 chevaux faisant trembler l'air. Langlade avait coordonné cette frappe aérienne la veille. Il avait donné aux pilotes américains les coordonnées exactes, l'heure exacte, et leur avait dit « Tout ce qui bouge dans la vallée de Dompère après 6h30 est allemand. Détruisez tout. » Les P-47 ont piqué. Leurs roquettes HVAR ont sifflé vers le sol, frappant les Panthers qui tentèrent de fuir vers le sud. Chaque P-47 portait 8 roquettes, assez puissantes pour percer le blindage supérieur d'un Panther. Les explosions ont secoué la vallée. Un Panther a été touché par 2 roquettes simultanément, sa tourelle arrachée, son châssis retourné sur le côté. Un autre a essayé de se cacher sous les arbres d'un verger, mais une roquette l'a trouvé, quand même, le transformant en épave fumante. Puis les P-47 ont fait un deuxième passage, cette fois avec leur mitrailleuse Browning de calibre 50. 6 mitrailleuses par avion, tirant à 800 coups par minute chacune. Les balles perforantes ont criblé les Panthers cherchant les points faibles, les grilles de ventilation, les périscopes, les joints de tourelle. Un Panther a reçu une rafale directement sur ses réservoirs de carburant externes montés à l'arrière. Il a explosé comme une bombe, des morceaux de métal volant dans toutes les directions. Le caporal Hoffmann, mitrailleur dans un Panther de la 2e compagnie allemande, a survécu à l'attaque en sautant de son char et en courant vers les bois. Il se souviendrait plus tard, lors de son interrogatoire comme prisonnier de guerre. C'était l'enfer, un enfer total. Nous pensions avoir la supériorité. 90 chars contre 40. Nous pensions que ce serait facile. Puis, en quelques minutes,
Tout était en feu. Les chars brûlaient partout. Les hommes hurlaient. Les avions arrivaient encore et encore. J'ai vu mon commandant de char, le lieutenant Cross, sortir de notre Panther en flammes. Ses vêtements brûlaient. Il a couru 5 mètres et s'est effondré. Je ne pouvais rien faire. J'ai juste couru vers les arbres et j'ai prié pour survivre. À Settersund, les P-47 ont effectué leur 3e et dernier passage, larguant leurs bombes de 500 livres sur les positions allemandes. Les explosions ont créé des cratères dans les champs, retournant des Panthers, enterrant des hommes sous la terre et les débris. Puis les avions sont repartis vers le nord, leurs munitions épuisées, laissant derrière eux un paysage de destruction totale. Le silence qui a suivi était presque aussi choquant que le bruit de la bataille. Les Sherman français ont cessé le feu. Il n'y avait plus de cible mobile. La vallée de Dompierre était un cimetière de métal tordu et de feu. 69 Panthers et Panzer IV brûlaient ou étaient détruits au-delà de toute réparation. 21 chars allemands avaient réussi à s'échapper, fuyant vers l'est dans un désordre total, abandonnant leurs camarades, leur équipement, leur fierté. Langlade a ordonné à ses Sherman de descendre dans la vallée. Les équipages ont redémarré leurs moteurs, sortant lentement des vergers, prudents, s'attendant à une embuscade. Mais il n'y avait pas d'embuscade. Les Allemands survivants s'étaient rendus ou avaient fui. Les rues de Dompierre étaient jonchées de cadavres et d'épaves. Le lieutenant Massu a arrêté son Sherman à côté d'un Panther détruit. La tourelle était retournée, le canon pointant vers le sol. Un corps à moitié sorti de l'écoutille du commandant, figé dans la mort. Massu est descendu de son char et a marché entre les épaves. Il a compté. 15 Panthers dans cette seule rue. 15 des meilleurs chars du monde, réduits à des carcasses fumantes en moins d'1 heure. Les habitants de Dompierre sont sortis de leur cave, incrédules. Une femme âgée, Madame Roussel, a regardé les épaves et a dit à Massu « Hier soir, ils étaient là, les Allemands. Ils buvaient notre vin. Ils se moquaient de nous. Ils disaient que la guerre serait finie dans un mois, que l'Allemagne gagnerait. Ce matin, ils sont tous morts. Le colonel Beck a été capturé à 8h30, essayant de fuir vers l'est avec un groupe de survivants. Il était blessé, un éclat d'obus dans la jambe, son uniforme déchiré et couvert de suie. Quand on l'a amené devant Langlade, il a regardé le colonel français avec quelque chose qui ressemblait à du respect mêlé d'incrédulité. « Vous avez détruit ma brigade en 1 heure, a dit Beck en français hésitant. « Comment ?» Langlade a saucé les épaules. « Vous n'avez pas posté de garde sur les collines. Nous pensions 40 Sherman. Ce n'était pas une menace. C'est ce que nous voulions que vous pensiez. » Le bilan final a été établi dans l'après-midi du 13 septembre. La 112e brigade Panzer avait cessé d'exister comme unité de combat. Sur 90 chars, 69 étaient détruits, 21 avaient fui. 350 soldats allemands étaient morts. Plus de 1000 étaient blessés ou capturés. Le groupement Langlade avait perdu 4 Sherman et 14 hommes. C'était le ratio de destruction le plus élevé d'une unité blindée allemande sur le front occidental. Une brigade Panzer entière anéantie en 75 minutes. Les analystes militaires américains et britanniques ont étudié la bataille pendant des semaines, essayant de comprendre comment c'était possible. La réponse était simple et terrifiante. Langlade avait parié la vie de ses 40 équipages sur une seule hypothèse, que les Allemands seraient assez arrogants pour ne pas sécuriser les hauteurs, que leur confiance en leur supériorité numérique et technique les aveuglerait, que leur mépris pour les 40 Sherman les rendrait négligents. Et il avait eu raison. Le capitaine Branett a dit à Langlade après la bataille « Mon colonel, si les Allemands avaient qu'à poster une seule patrouille sur les collines cette nuit, nous serions tous morts maintenant. » « Je sais, » a répondu Langlade calmement, « mais ils ne l'ont pas fait, parce que nous les avons laissés nous sous-estimer. Nous avons fait semblant d'être faibles. Et quand ils ont cru à leur propre propagande de supériorité, nous les avons frappés là où ils étaient vraiment faibles, leur arrogance. » Le général Leclerc est arrivé à Dompierre le 14 septembre pour inspecter le champ de bataille. Il a marché entre les épaves de Panthers, content, hochant la tête. Puis il a convoqué Langlade. « Paul, a dit Leclerc, vous avez risqué toute votre force sur un pari insensé. Si ça avait mal tourné, j'aurais perdu mon meilleur groupement de combat et 40 chars. Irremplaçables. Oui, mon général. Mais ça n'a pas mal tourné. Vous avez détruit une brigade Panzer entière avec des pertes minimales. Vous avez prouvé que l'intelligence et l'audace peuvent vaincre la supériorité numérique et technique. » Leclerc a marqué une pause, puis a souri. « Vous êtes soit le commandant le plus brillant de la division, soit le plus fou. Je ne suis pas sûr de savoir lequel. Les deux, mon général. Il faut être un peu fou pour être brillant.
La bataille de Dompierre a eu des répercussions bien au-delà de la vallée vosgienne. Pour les Allemands, c'était une humiliation stratégique. La 112e brigade Panzer avait été créée spécifiquement pour contrer l'avance alliée en Lorraine. Sa destruction en une seule matinée a créé un trou béant dans les défenses allemandes. La 2e DB française a pu continuer son avance vers l'Est, sans opposition significative pendant 2 semaines. Pour les Alliés, Dompierre est devenu une étude de cas. Les officiers de renseignement ont analysé chaque aspect de la bataille. Comment Langlade avait-il su que les Allemands ne posteraient au pas de garde? Comment avait-il coordonné l'attaque aérienne avec une telle précision? Comment avait-il maintenu le silence radio complet pendant le positionnement nocturne? Les réponses ont révélé quelque chose d'important sur la guerre en 1944. Les Allemands, après 5 ans de victoire, étaient devenus confiants au point de la négligence. Ils croyaient encore à leur supériorité tactique et technique, même quand la réalité la contredisait. Cette arrogance était devenue une faiblesse exploitable. Le sergent Dupont, dans son journal personnel écrit 3 jours après la bataille, a noté « Nous avons gagné parce qu'ils pensaient que nous ne pouvions pas gagner. Ils nous ont vus comme une nuisance, pas comme une menace. Alors, ils ont garé leurs Panthers comme des voitures dans un parking et sont allés dormir. Et nous les avons tués pendant qu'ils dormaient. C'est horrible à dire, mais c'est la vérité. La guerre n'est pas juste. La guerre est ce que vous pouvez faire à l'ennemi quand il ne s'y attend pas. » Les habitants de Dompierre ont enterré les morts allemands dans un champ au sud du village. 350 tombes, marquées de croix de bois simple. Madame Roussel, qui avait perdu son mari lors de l'invasion allemande de 1940, a regardé les tombes et a dit « Ils sont venus ici avec leurs chars énormes, pensant qu'ils étaient invincibles. Maintenant, ils sont sous terre, comme tout le monde. La guerre nous apprend que personne n'est invincible. » Le colonel Baker, interrogé dans un camp de prisonniers en octobre 1944, a été questionné sur ses erreurs tactiques. Pourquoi n'avait-il pas sécurisé les hauteurs? Pourquoi avait-il concentré tous ses chars dans un espace si restreint? Pourquoi n'avait-il pas posté de sentinelles? Sa réponse a été révélatrice. Nous avions 90 chars, ils en avaient 40. Nous avions des Panthers, ils avaient des Sherman. Sur le papier, nous étions 2 fois plus forts. Sur le papier, nous ne pouvions pas perdre. Alors nous n'avons pas pris les précautions que nous aurions prises face à un ennemi égal. Nous avons traité les Français comme une force inférieure, et cette erreur nous a coûté toute la brigade. C'était l'essence de la victoire de Langlade. Il avait compris que la supériorité technique ne signifiait rien si l'ennemi pouvait choisir le terrain et le moment du combat. Les Panthers étaient invincibles de face, mais vulnérables de flanc. Les Sherman étaient inférieurs en combat ouvert, mais mortels en embuscade. Tout dépendait de qui contrôlait les conditions de l'engagement. Et Langlade avait contrôlé tout. Le terrain, le timing, la surprise, l'information. Il avait laissé les Allemands croire qu'ils avaient l'avantage, puis avait transformé cet avantage en piège mortel. Les manuels militaires américains ont ajouté la bataille de Dompierre à leur curriculum en 1945. Les instructeurs l'ont enseigné comme un exemple parfait de force multipliée. Comment une force inférieure peut vaincre une force supérieure en contrôlant les variables de l'engagement. Les leçons ont été choisir le terrain qui annule l'avantage ennemi, attaquer quand l'ennemi est le plus vulnérable, coordonner toutes les armes disponibles et exploiter l'arrogance de l'adversaire. Mais pour les hommes qui ont combattu à Dompierre, les leçons étaient plus simples et plus sombres. Le caporal Moreau, qui avait compté les Panthers dans l'obscurité avant l'aube, a dit des années plus tard « Nous avons gagné parce que le colonel Langlade était prêt à nous sacrifier tous si son pari échouait. C'était une tactique suicidaire. Si les Allemands nous avaient découverts pendant la nuit, nous aurions tous brûlé dans nos chars avant le lever du soleil. Mais Langlade savait que c'était notre seule chance, et il a eu le courage de prendre ce risque. Je ne sais pas si c'était de la bravoure ou de la folie, peut-être les deux. Le lieutenant Massu, promu capitaine après Dompierre, a offert une perspective différente. Les gens appellent ça une tactique suicidaire, mais c'était le contraire. Une tactique suicidaire serait d'affronter 90 Panthers en terrain ouvert, où leur supériorité technique nous écraserait. Ce que Langlade a fait, c'était créer les conditions où nous avions l'avantage. Oui, c'était risqué. Oui, tout pouvait mal tourner. Mais c'était notre meilleure chance de survie, pas notre pire. Parfois, le chemin le plus sûr ressemble au plus dangereux. La 112e brigade Panzer n'a jamais été reconstituée. Les 21 chars qui ont échappé à Dompierre ont été absorbés dans d'autres unités. Les survivants ont été dispersés à travers le front. L'unité a simplement cessé d'exister, effacée en 75 minutes par 40 Sherman,
et une douzaine de P-47. Pour l'Allemagne, c'était un symbole de ce qui allait venir. Les Panthers et les Tigers étaient techniquement supérieurs, mais ils manquaient de carburant, de pièces de rechange, et surtout, ils manquèrent de la supériorité aérienne et du soutien logistique que les Alliés possédaient. Un Panther valait peut-être 3 Sherman en combat direct, mais si les Alliés pouvaient choisir de ne jamais combattre directement, cette supériorité ne signifiait rien. Le 15 septembre, le groupement Langlade a continué son avance vers l'est. Les Sherman roulaient à travers les villages libérés, leurs équipages fatigués mais vivants. Derrière eux, la vallée de Dompère fumait encore, les épaves de Panthers témoignant de ce qui se passe quand l'arrogance rencontre l'audace. Langlade, assis dans la tourelle de son Sherman de commandement, a regardé en arrière une dernière fois. Il pensait aux 40 équipages qui avaient repassé la nuit dans les vergers, sachant que l'aube apporterait soit la gloire, soit la mort. Il pensait au pari qu'il avait fait, pariant leur vie sur son jugement de la psychologie ennemie. Il avait eu raison, cette fois. Mais il savait, comme tous les commandants le savent, que la prochaine fois pourrait être différente. La guerre était une série de paris calculés, et même les meilleurs calculs pouvaient échouer. Dompère avait fonctionné parce que les Allemands avaient été arrogants. La prochaine bataille exigerait une nouvelle tactique, un nouveau pari, un nouveau risque. C'était la réalité du commandement en 1944. Chaque victoire était temporaire. Chaque tactique fonctionnait une fois, peut-être 2, puis l'ennemi s'adaptait. La seule constante était le risque et la volonté de le prendre. Les hommes du groupement Langlade ont continué vers l'Est, vers l'Allemagne, vers la fin de la guerre. Ils combattraient encore de nombreuses batailles. Certains survivraient, d'autres non. Mais aucun d'entre eux n'oublierait jamais l'aube du 13 septembre 1944, quand 40 Sherman ont détruit 90 Panthers et quand une tactique suicidaire est devenue la victoire blindée la plus rapide du front occidental. Dans les archives militaires françaises, le rapport officiel de la bataille de Dompère est conservé dans un dossier marqué « Victoire tactique exceptionnelle ». Le rapport fait 3 pages. Il liste les unités, les pertes, les résultats. Mais il ne peut pas capturer ce que c'était d'être dans ces vergers pendant la nuit, attendant l'aube, sachant que votre vie dépendait d'un seul pari, que l'ennemi serait assez arrogant pour vous sous-estimer. Langlade ne l'a jamais oublié. Des décennies plus tard, interrogé sur Dompère, il a dit simplement « Nous avons gagné parce qu'il pensait que nous ne pouvions pas gagner. C'est la leçon. Si vous pouvez faire croire à l'ennemi qu'il est supérieur, il deviendra négligent. Et la négligence est la faiblesse la plus mortelle de toutes. 69 Panthers détruits, 21 échappés, 350 morts, une brigade anéantie, tout en 75 minutes. C'était Dompère. C'était ce qui se passe quand l'audace rencontre l'arrogance, quand 40 chars défient 90, quand une tactique suicidaire devient la seule tactique rationnelle. Et c'était la preuve que dans la guerre, les nombres ne sont pas tout. Parfois, le courage de prendre le risque impossible fait toute la différence entre la défaite et la victoire.